Lors de vos promenades, il vous arrive sans doute de tomber sur un phénomène naturel appelé chute d'eau ou cascade. Ce phénomène est superbe mais pas si simple à photographier. Alors quel réglage utiliser, comment faire cet effet d'eau soyeuse que vous avez vu sur internet, quel équipement est conseillé, comment rester en vie, et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, je vous laisse l'article beaucoup plus complet sur le même sujet et aussi, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Prendre des photos, c'est bien, rester en vie, c'est un peu mieux. La photographie de chute d'eau est un petit peu dangereuse. Bon, on est d'accord, c'est pas comme faire de la chasse sous-marine en plein milieu des requins, mais c'est quand même pas sans risque. Le terrain est glissant, donc faites des petits pas et marchez prudemment. Selon les saisons, les chutes d'eau peuvent être puissantes, et les courants peuvent vous déséquilibrer et vous faire tomber, vous emportant vous ou encore pire votre matériel. Donc gardez toujours au moins une main libre, voire les deux c'est encore mieux, et ne vous aventurez jamais dans un cours d'eau très rapide ou très puissant, et surtout un cours d'eau dont vous ne connaissez pas la profondeur réelle. Maintenant, le matériel utile pour la photographie de chute d'eau. Alors déjà un boîtier réflexe de préférence, donc avec un mode manuel si vous êtes à l'aise avec, ou un mode priorité à la vitesse d'obturation pour régler le temps de pause. Au niveau des objectifs, si vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber à l'avance, dans ce cas vous allez sans doute emporter plusieurs objectifs, dont un grand angle si la chute d'eau est assez proche de vous, et un téléobjectif pour les chutes d'eau plus éloignées. Ensuite un trépied pour réduire les vibrations, ce qui est d'autant plus utile quand on fait de longues pauses, ce qu'on va faire ici. Pensez d'ailleurs du coup à désactiver la stabilisation d'image. Vous pouvez aussi emporter un déclencheur à distance pour les mêmes raisons que le trépied. Ensuite il va falloir de quoi garder votre lentille frontale parfaitement propre, parce qu'en effet les chutes d'eau produisent beaucoup d'emprunts dans l'air et sont capables de pulvériser des gouttes d'eau à plusieurs mètres, et donc sur votre objectif et votre matériel. Et c'est franchement chiant. Alors il est utile d'avoir sur vous de quoi nettoyer votre lentille frontale, comme par exemple une soufflette, un chiffon microfibre et éventuellement du liquide nettoyant. Ensuite de quoi protéger votre matériel, comme par exemple une housse imperméable. C'est plutôt économique et efficace. Si vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose de supplémentaire, vous pouvez aussi essayer de bricoler quelque chose avec des sacs poubelles. Vous aussi éventuellement porter une serviette pour bien sécher votre matériel avant de le mettre dans votre sac à dos. Ensuite de quoi vous protéger vous-même, donc c'est tout à votre honneur de vouloir protéger votre matériel, mais pensez aussi à vous. Vous pouvez emporter plein de matériel, j'ai listé dans mon article, n'hésitez pas à aller regarder, mais globalement vous pouvez emporter par exemple une veste et un pantalon imperméable, des bottes ou encore des crampons. Vous pouvez aussi emporter un filtre polarisant pour allonger votre temps de pause en limitant les risques de surexposition et aussi pour réduire les reflets sur l'eau, les rochers et les feuilles. Vous pouvez aussi emporter un autre filtre, le filtre à densité neutre, pour allonger encore plus votre temps de pause. En général, un filtre qui filtre entre 3 et 6 stops de lumière, ça suffit. On peut même aller jusqu'à 10 éventuellement. Et si vous n'avez pas du tout de filtre sur vous, dans votre sac que vous avez acheté, dans ce cas, la seule solution, c'est d'attendre plus tard que la lumière diminue, ou y retourner plus tôt éventuellement, ou pendant un jour nuageux. Ensuite, les réglages pour les photos de cascade. Alors déjà, essayez de prendre vos photos au format RAW pour pouvoir développer par la suite, ou en JPEG si vous faites pas du tout de développement du coup. Pour le temps de pause entre 1 60e de seconde et 1 seconde pour les fortes cascades avec beaucoup d'eau, beaucoup de courant. Et pour les chutes d'eau moins fournies, plus délicates ou enfilées, entre 1 et 3 secondes ou éventuellement plus. Donc le but, globalement, c'est d'avoir cet effet d'eau enfilée, d'eau soyeuse, tout en conservant quand même des détails, et de ne pas se retrouver avec des zones blanches qui rendraient le mouvement de l'eau complètement plat, et donc inintéressant, sans texture, sans rien. Au niveau de l'ouverture, une petite ouverture comme F11, F13 ou F16 est utile si vous voulez voir apparaître clairement plusieurs éléments du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Au niveau de la sensibilité ISO, on commence en général au plus bas, donc à 100 ISO, surtout si on est sur de la longue pause, et comme on est sur de la longue exposition, on n'aura généralement pas à augmenter ou à toucher ces ISO. Au niveau du mode de prise de vue, vous allez choisir le mode de priorité à la vitesse d'obturation. Ça vous permet en fait de sélectionner votre temps de pause et ensuite le boîtier va sélectionner automatiquement les autres paramètres d'exposition. Donc ici l'ouverture, je vous conseille pas de vous mettre en ISO automatique. C'est en général ce mode de prise de vue qu'on privilégie quand on veut jouer sur le temps de pause, et nous aussi c'est le cas vu qu'on veut jouer sur la longueur de l'exposition pour jouer plus ou moins sur l'effet de filet. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser le mode manuel si vous êtes à l'aise avec. D'ailleurs, si vous ne parvenez pas à faire une mesure d'exposition correcte due à un filtre ND trop sombre et du coup à pas réussir à obtenir les bons réglages pour exposer correctement, eh bien il existe une technique. Vous allez d'abord enlever votre filtre qu'il y a sur votre objectif et vous allez en fait régler votre appareil sur une exposition correcte. Imaginons que vous arrivez sur 3 secondes. Disons que vous utilisez un filtre ND4, donc ça veut dire que vous allez perdre 2 stops de lumière. Pour avoir la correspondance entre le filtre et le nombre de stops perdus, je vous mets un tableau ici, mais vous pouvez aussi le retrouver dans mon article que je vous laisse en description. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous retrouviez 2 stops de lumière dans votre exposition. Si vous voulez juste toucher le temps de pause, ça fait que du coup vous allez devoir allonger le temps de pause x4. Donc ici vous allez passer de 3 secondes à 12 secondes, 3 x 4. Mais vous allez me dire que du coup ça va allonger le temps de pause et ça va modifier votre effet de filet, ce qui est vrai. Vous pouvez très bien aussi répartir ces stops en augmentant les ISO, par exemple en passant de 100 à 400 ISO, ou vous pouvez aussi ouvrir votre ouverture un peu plus
pour compenser. Si la chute d'eau ne domine pas la scène qui est devant vous, dans ce cas vous pouvez choisir le mode de mesure matricielle ou évaluative. Donc ce mode de mesure va faire une moyenne de la luminosité qu'il y a dans la scène. Si la cascade prend beaucoup de place dans votre scène et donc dans votre photo, dans ce cas vous allez vous mettre en mode de mesure partielle et vous allez mesurer sur la cascade. Vous devrez sans doute surexposer un peu à +1 ou 1,5 stop. Vous pouvez aussi trouver un élément qui a un ton moyen comme par exemple un rocher ou une feuille et qui sont dans la même lumière que la cascade. Et vous allez du coup faire la mesure spot sur ce dernier pour avoir l'exposition correcte dans votre scène. Au niveau de la mise au point, on peut commencer avec la mise au point automatique, on va se mettre en mode live view et on va réaliser une demi-pression sur le déclencheur pour faire la mise au point. Et ensuite on peut zoomer sur son écran LCD pour vérifier que sa mise au point est correcte. Vous pouvez ensuite passer en mode manuel pour verrouiller la mise au point. S'il n'y a pas moyen d'obtenir une mise au point correcte, on va passer en mode manuel. Ensuite, si vous vous demandez où est-ce que vous devez faire la mise au point si vous êtes en automatique, vous pouvez faire la mise au point sur un tiers de la scène en partant du bas du cadre. De cette manière, ça va maximiser la netteté acceptable de votre photo. Vous pouvez faire aussi la mise au point sur la cascade ou sur un élément au premier plan. Pour la balance des blancs, vous pouvez la corriger en post-traitement si vous photographiez en RAW. Et si vous photographiez en JPEG, vous pouvez choisir un pré-réglage ou faire la balance des blancs manuellement. Ensuite, vous demandez peut-être comment organiser du coup vos réglages. Donc est-ce que je fais d'abord l'ouverture, le temps de pause ou les ISO. Donc, je vais vous expliquer ça maintenant. On commence généralement par régler sa valeur ISO sur une valeur fixe, donc là la plus basse possible, on commence du coup sur 100 ISO. Puis on va régler l'ouverture si on est en mode manuel notamment, autour de F8, F10, éventuellement F11. Et enfin on va choisir notre temps de pause en fonction de ce qu'indique le posemètre et aussi du type de cascade qu'on a devant nous. Si vous êtes en mode priorité à la vitesse, vous avez juste à choisir votre temps de pause et vos ISO et regarder quelle est l'ouverture qui est choisie. Il faut faire attention, il ne faut pas que l'ouverture soit trop grande si vous voulez une grande profondeur de champ. Donc si le temps de pause n'est pas dans la bonne fourchette que vous souhaitez et que vous vous retrouvez soit surexposé soit sous-exposé, vous allez d'abord jouer sur les ISO, donc n'hésitez pas à les augmenter jusqu'à 800, 1600 ISO. Si c'est parce que vous avez trop de lumière, vous pouvez essayer de fermer un peu plus l'ouverture jusqu'à F16. Vous pouvez aussi jouer sur les filtres N-Day, donc les filtres à densité neutre, si besoin. Mais globalement, la philosophie quand on prend des photos de cascade, c'est que peu importe si on perd un petit peu de netteté à cause d'ISO trop élevés ou d'une trop grande ouverture ou une trop petite ouverture, on considère que cette perte de netteté elle sera compensée visuellement et esthétiquement par la capture du mouvement et de l'effet. Ensuite, quelques conseils pour la composition. Alors déjà, évitez le piège du trépied. Lorsque vous travaillez sur un trépied, il est facile de rester bloqué sur place et de ne pas se promener et essayer différents angles. Donc ne posez pas votre appareil photo trop tôt sur votre trépied. Commencez plutôt par tenir votre appareil photo à la main, du coup, à votre œil, sans filtre et à explorer les alentours. Expérimentez différents angles et réglages jusqu'à arriver à la composition qui vous convienne. Et après, seulement fixez votre appareil photo sur le trépied. Ensuite, le ciel. Donc si le ciel n'est pas intéressant, dans ce cas, supprimez-le complètement et concentrez-vous sur d'autres éléments de votre scène. Évitez si possible d'inclure des coins de ciel lumineux ou ensoleillés dans votre cadre. Ils auront tendance à être surexposés et à créer des zones blanches, sans détails, sans information et donc irrécupérables même en post-traitement. Ensuite, n'ayez pas peur de vous mouiller. Parfois, les meilleures photos sont prises en étant directement dans l'eau. C'est un excellent moyen de prendre des photos d'un point de vue bas et d'inclure des éléments au premier plan comme des pierres de rivière sous l'eau, que vous pouvez d'ailleurs mieux voir avec un filtre polarisant, ou encore une bûche moussue, une feuille colorée, etc. etc. La chute d'eau sera sans doute la partie la plus lumineuse de la photo sur laquelle votre œil sera attiré, alors n'oubliez pas de prévoir un espace de respiration autour d'elle, donc un espace entre le bord du cadre et la cascade. Ensuite, les éléments au premier plan et le cadrage. Réfléchissez à vos éléments de premier plan afin que l'élément principal de la photo, donc la cascade en mouvement, soit encadré par la scène statique qui l'entoure. Cela permet de créer un contraste et de souligner la sensation de mouvement, comme peut-être une feuille d'automne, un beau rocher avec de la mousse verte, ou encore un humanoïde qui aura l'avantage de donner un sens de l'échelle à votre scène. Ensuite, photographie de chute d'eau et saison. La fonte des neiges du début de printemps alimente la plupart des cascades jusqu'en juin. Donc à cette époque, vous pouvez vous attendre à ce que les chutes d'eau soient à leur volume d'eau le plus élevé de l'année et à photographier des chutes d'eau chaotiques d'eau vive. En été, la chaleur peut faire baisser le niveau des rivières et assécher les cascades qui sont situées en basse altitude et ainsi faire apparaître vos photos un petit peu vides. Mais le vert des arbres et des mousses qui entourent les chutes ajouteront de la couleur à vos photos. Ensuite, on a probablement l'automne qui est la meilleure saison pour prendre des photos de cascades. En effet, avec la pluie, elle se recharge en eau, donc elles sont un peu plus vivantes, vos photos auront l'air un peu plus remplies et on a aussi les couleurs des feuillages d'automne qui viennent s'ajouter à votre photo. Et ça notamment en octobre. Enfin, l'hiver est sans doute la saison la plus difficile pour photographier des chutes d'eau. Déjà, les couleurs de l'été et du printemps auront disparu. Et ensuite, le posemètre interne de votre appareil photo sera trompé par le blanc réfléchissant de la neige. Donc il faudra sans doute surexposer vos photos d'un ou deux stops. Et pour finir, on a de nombreuses chutes d'eau qui sont fermées à cause de leur dangerosité. Attendre la bonne lumière. Même le meilleur filtre à densité neutre ne peut pas changer la qualité de la lumière. Et ça devrait être votre principale préoccupation. Donc au lieu de penser matériel, pensez moment. Donc typiquement une lumière solaire intense peut très rapidement gâcher une photo de cascade. Parce qu'elle va créer un fort écart de lumière, ce qui va créer des zones surexposées dans votre photo,
pouvez éventuellement sous-exposer. Et en plus de ça, ça va rajouter beaucoup de reflets à votre photo, ce qui va rendre votre eau moins claire et on verra moins de détails globalement. Donc si vous le pouvez, attendez plutôt l'heure dorée. Les jours nuageux sont aussi excellents, les nuages font office de diffuseurs géants qui va permettre d'homogénéiser la lumière et donc de faciliter la mesure d'exposition. Les couleurs seront aussi plus saturées. Mais attention, les ciels nuageux ne rajoutent rien à une photo de cascade. Et ils ont plutôt tendance, si on les inclut dans la photo, à compliquer la mesure de l'exposition. Donc le mieux c'est de les supprimer du cadre. Un autre moment idéal pour la photo de cascade, c'est pendant ou juste après un jour de pluie. La pluie a tendance à faire ressortir l'éclat des couleurs et un filtre polarisant aura tendance à renforcer cet effet. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur comment prendre des photos de cascade. Je pense maintenant que ce type de photo n'a plus aucun secret pour vous. Je vous rappelle qu'en description, je vous laisse l'article beaucoup plus complet sur le même sujet. Et aussi, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi, je vous laisse ici à vos photos d'eau en mouvement et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.